Fin des enquêtes préliminaires dans le cadre de l'affaire de tentative de coup d'État impliquant Olivier Bokoy et Oswald Omeki. Les prévenus seront bientôt situés sur leur sort. Dans ce 13h, vous suivrez le point de l'évolution du dossier avec Maître Ayodele Aounou. Il est membre du collège d'avocats constitué pour leur défense. L'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain et la Force Cori pour un Bénin émergent sont les partis politiques qualifiés à désigner les chefs de village ou de quartier de ville sur la base des résultats des élections communales et municipales de 2020. La Sénat a procédé ce jeudi à la remise de listes. L'Union progressiste de Renouveau vient en tête, suivi du Bloc républicain puis de la FCBE. Vous aurez les précisions. Un mort et 3 blessés lors des affrontements entre forces de l'ordre et population à Madekali. Une vive tension a secoué la ville de Malanville ce mercredi. L'arraisonnement d'une cargaison de riz en direction du Nigeria par les forces de l'ordre a déclenché des affrontements avec les populations locales. Vous aurez les détails dans cette édition. Voilà pour le sommet, mesdames et messieurs. Bonjour, c'est Fraternité Mini Magazine. Radio Fraternité 96.5. Fraternité FM. Merci de nous choisir pour vous informer. Olivier Bokoy et Oswald Omeki, bientôt situés dans l'affaire tentative de coup d'État contre Patrice Talon, après plusieurs rencontres devant la commission d'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Les deux personnalités et leurs co-prévenus seront bientôt fixés sur la décision du juge d'instruction, membre du collège d'avocats constitué pour la défense de l'homme d'affaires et de l'ancien ministre des Sports, Maître Ayodele Aounou, a indiqué que les enquêtes préliminaires devant la commission d'instruction ont pris fin. L'avocat a aussi fustigé les avis visant à accuser ouvertement l'homme d'affaires et l'ancien ministre à travers des déclarations qu'il juge non fondées. On écoute Maître Ayodele Aounou pour plus de précisions. Dans l'entendement des magistrats instructeurs, l'instruction est terminée. Ils nous ont mis le dossier à disposition et ils ont visé des dispositions du code pénal qui nous autorisent à formuler des demandes de mesures d'instruction complémentaires. Nous les avons sollicitées, elles sont utiles à la défense de notre client. Notre client est resté constant depuis l'enquête préliminaire jusqu'à l'heure où je vous parle. Parlant d'aveu, il n'y en a pas eu, il ne saurait en avoir. Tant qu'une décision au fond ne les reconnaîtra pas coupables des faits mis à leur charge, ils doivent être considérés comme des justiciables innocents. Et c'est en cela qu'il faut regretter des propos tenus ça et là et qui non seulement ou non contents de condamner les faits en soi, condamnent les personnes. Selon Maître Ayodele Aounou, le juge d'instruction va statuer sur le fait de poursuivre les mises en cause en jugement ou prononcer un non-lieu après cette étape. Il précise que son client n'a fait aucun aveu et qu'il n'y en aurait aucun. Il rassure aussi que Olivier Bokoy reste logique dans ses déclarations et qu'il reste en parfaite santé malgré les pressions. Maître Ayodele Aounou, qu'on écoute. Alors, il se porte très bien. Sur le plan humain, tout se passe bien. Sur le plan technique, les magistrats instructeurs savent qu'il y a du boulot. Nous leur en avons donné et on leur en donnera davantage. À l'étape actuelle où nous avons demandé des mesures d'instruction complémentaires, la loi oblige les magistrats instructeurs à nous répondre. Nous avons la possibilité d'exercer une voie de recours. Lorsque on aurait fini ce parcours, les juges vont reprendre le dossier et pourront rendre une ordonnance de règlement. Ils peuvent soit renvoyer les personnes poursuivies devant une juridiction de jugement, en fait le procès aura lieu, ou ils peuvent décider qu'il n'y a pas lieu à les poursuivre au regard de la faiblesse des charges. Cette ordonnance peut également faire l'objet d'une voie de recours. L'audit du fichier électoral fait l'objet de préoccupations au sommet de l'État, ceci dans la perspective des élections générales de 2026 au Bénin. Dans ce sens, le ministre de la Justice et de la Législation, Yvon Dechenou, a reçu lundi 18 novembre 2024 les représentants du cadre de concertation des partis politiques de l'opposition. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des échanges autour de l'audit du fichier électoral, une revendication portée par
par le parti Les Démocrates lors d'une entrevue avec le président Patrice Talon au Palais de la Marina. Cette rencontre vise à définir les modalités concrètes pour donner suite à cette requête. Parmi les participants figurent les personnalités de l'opposition, Éric Rondeté, vice-président du parti Les Démocrates, Apollinaire Avognon, président du parti Nouvelle Force Nationale, Antoine Vissetogbe, leader du parti Grande Solidarité Républicaine, Expérience TB, président du mouvement populaire de libération. Et dans le rang des députés, on peut citer Léon Basila Rossi et Nourenoua Tchadé. À l'issue de l'audience, le ministre de la Justice a expliqué que cette démarche faisait suite à une réunion tenue le 27 novembre 2023 entre le président Talon et les partis d'opposition. Suivez le point du ministre de la Justice, Yvon Detchenou. La rencontre que nous avons eue avec le cadre de concertation des partis politiques fait suite à une rencontre qu'ils ont tenue le 27 novembre 2023 avec le chef de l'État, au cours de laquelle le parti Les Démocrates avait émis le souhait d'auditer le fichier électoral. Cette demande a été accueillie par le chef de l'État qui avait donné un accord de principe pour cette révision du fichier électoral à leur demande. Et le 8 novembre 2024, effectivement, le chef de l'État a reçu d'un cadre de concertation des partis politiques constitués du Parti des Démocrates, du Parti Grande Solidarité Républicaine, du Parti Mouvement Populaire pour la Libération et du Parti Nouvelle Force Nationale, a reçu une lettre portant de audit du fichier électoral avec un projet de thème de référence sur l'audit du fichier électoral. Le garde des Sceaux a été donc instruit par le chef de l'État à l'effet d'avoir des discussions avec les forces de l'opposition conformément à sa promesse. Les échanges, explique le ministre de la Justice, ont porté sur la mise en œuvre de cette demande formulée par l'opposition, tel que le précise ici le ministre Yvon Detchenou. Le chef de l'État a souhaité que, responsable des relations avec les institutions, je reçoive le cadre de concertation pour marquer au cadre de concertation que la promesse qu'il a faite sera tenue et que donc, désormais, il s'agit de mettre en œuvre la demande qui est formulée. Nous avons ensemble discuté de comment mettre en œuvre cette demande et le fruit de nos discussions va se formaliser dans les jours à venir. Cette démarche s'inscrit dans la perspective des élections générales de 2026 avec pour finalité d'assurer une transparence accrue du processus électoral. Le Bénin s'emploie à mettre en œuvre les mesures visant à garantir l'octroi de la nationalité béninoise par reconnaissance aux afro-descendants. En conseil des ministres de ce mercredi 20 novembre, les membres de l'exécutif ont pris le décret relatif à l'application des modalités de cette décision. Selon ce décret, lorsqu'une demande est formulée depuis l'étranger, le demandeur reçoit une attestation provisoire de nationalité d'une durée de validité de 3 ans après un examen favorable à sa demande. Pendant cette période, le bénéficiaire jouit des droits d'entrée, de séjour, de sortie sur le territoire national dans le cadre du programme de rénovation des infrastructures rurales pour la période 2024 et 2025. Le gouvernement a entrepris d'importants travaux ciblant environ 12 000 pistes rurales. Ces travaux vont se dérouler dans plusieurs communes de la partie septentrionale du pays. Plus de précisions avec Wilfried Leandro-Mbouji. Le demandeur reçoit au terme de l'examen favorable de celle-ci une attestation provisoire de nationalité d'une durée de validité de 3 ans. Le bénéficiaire jouit dès lors du droit d'entrée, de séjour et de sortie du territoire. La nationalité béninoise par reconnaissance ne lui est acquise complètement que sur justification d'un séjour au Bénin dans ce délai de 3 ans. L'attestation provisoire de nationalité devient caduque si au terme de sa validité, le demandeur n'y a pas séjourné. Lorsque la demande est formulée à partir du Bénin et que le requérant a poursuivi certaines formalités consécutives à l'occasion de son séjour, il reçoit, après examen favorable de sa demande, notification du décret d'octroi à
titre définitif de la nationalité béninoise par reconnaissance. S'il n'a pas poursuivi les dites formalités, il lui est notifié une attestation provisoire. Enfin, le bénéficiaire de la nationalité béninoise par reconnaissance a droit à l'établissement d'un passeport béninois. Il peut obtenir à tout moment la pleine nationalité béninoise. Celle-ci est transmissible à ses descendants, ouvre la voie à la jouissance de tous les droits qui y sont attachés, mais peut être retirée dans les conditions prévues par la loi. Le gouvernement va aussi renforcer la sécurité en période de fin d'année. Cette décision prise au cours du conclave hebdomadaire de l'exécutif vise à éviter que la quiétude des populations soit perturbée par des individus mal intentionnés à la recherche de gains faciles. Un dispositif sécuritaire sera mis en place sur l'ensemble du territoire national pour quadriller le pays et renforcer la surveillance des frontières et des corridors. Wilfried Landrumbedji pour plus de précision. Les périodes de fête sont souvent propices à la commission d'actes de banditisme par des personnes mal intentionnées à la recherche de gains faciles. Afin d'éviter que la quiétude des populations soit perturbée par de tels individus en ces moments festifs, le gouvernement organise chaque année des opérations de sécurisation sur toute l'étendue du territoire national aux fins d'entretenir un climat général de paix et de sécurité des personnes et des biens. Elle consiste en un meilleur quadrillage sécuritaire du pays et un renforcement de la surveillance des frontières et des corridors. Le même dispositif intègre la sécurisation des arrondissements, villages et quartiers de ville, ainsi que des points sensibles. Pour favoriser un tel déploiement sécuritaire, des moyens roulants conséquents seront mis à la disposition des unités territoriales de la police républicaine, soutenues par des éléments des forces armées. Les ministres chargés de la sécurité publique et de la défense nationale sont instruits d'assurer la mise en œuvre diligente et efficace de ces mesures. En point 4. Un mort et 3 blessés lors d'affrontements entre les forces de l'ordre et la population à Madékali. Je l'annonçais tantôt, une vive tension a secoué la ville de Malanville et ce mercredi 20 novembre, l'arraisonnement d'une cargaison de riz paddy en direction du Nigeria par les forces de l'ordre a déclenché des affrontements avec les populations locales. Selon nos informations, cette saisie s'inscrit dans le cadre de l'interdiction gouvernementale d'exporter des produits céréaliers vers les pays voisins. Mécontentes, les populations ont manifesté près d'un affluent du fleuve, le Niger, un lieu stratégique pour ce commerce. Écoutons ce témoin joint par la rédaction qui a requis l'anonymat. Il y a cela de une semaine, le commissaire a bloqué tous les camions qui ont chargé le riz paddy qui vont au Nigeria. Au cours de ces jours, on a eu à mener des démarches, on a passé par toutes les réformes, mais on n'a pas eu de solution. Et c'est ainsi que l'un de nous s'est approché du commissaire et demandé la raison. Ce qui nous dit que c'est la loi qui a interdit d'exporter le riz, de faire sortir le riz paddy. Mais nous-mêmes, on a eu à lui poser une question. On a demandé, mais si c'est ça, nous sommes d'accord. Nul n'est au-dessus de la loi. Chacun doit se conformer à la loi. Mais si c'est une loi de la République, pourquoi Garoutéji travaille? À Garoutéji, les gens exportent le riz paddy là. À Garoutéji, les gens travaillent. À Kambo-Tunga, les gens travaillent. Et j'en ai les preuves. Face à cette situation, le commissaire, ce qu'il trouve à nous dire que, bon, de préférence, lui, qu'on retourne à Garoutéji pour travailler ou bien à Kambo-Tunga, mais qu'à Madékali, on ne va pas travailler. Si c'est une loi qui est au-dessus de la loi, ça dit que si déjà il nous demande d'aller travailler à Garoutéji ou bien à Kambo-Tunga, pourquoi alors Madékali ne va pas travailler? L'intervention des policiers a dégénéré, entraînant des tirs qui ont causé la mort d'un civil sur le champ et blessé gravement 3 autres personnes. Selon notre source, une deuxième personne aurait succombé suite aux blessures reçues. On écoute le témoin joint par la rédaction. C'est cette logique qui a amené la population à se révolter. Et maintenant, le mois a commencé, personne n'a touché. On se soulevait seulement, on criait, on a pris les choses, on mettait les camions, on a dit de venir travailler. Bon, c'est un peu ça. Le mois a commencé quand même. Et c'est ainsi que les éléments qui sont aux embarcadères ont appelé, paraît-il, qu'ils ont appelé. On était là, on discutait. La discussion est venue dense. Comme ça, il y avait un marin d'amour du moins qui est venu. Il a commencé par tirer en haut.
en haut. Il a commencé par tirer en haut. Les gens étaient là. Tout cela n'a pas effrayé les gens. Maintenant, 3 sont blessés, mais la 4e personne est morte. Systématiquement, les 3 autres, 2 ont été transférés à l'hôpital de Madekali. Et 3e personne, lui, il est gravement blessé. Ils l'ont exporté directement à Brindikebi au Nigeria. Lui aussi, les rumeurs nous ont venu maintenant que lui aussi, il est décédé. Je l'annonçais en titre, la Sénat acte la répartition des localités pour la chefferie villageoise et urbaine en conformité avec les résultats des élections communales et municipales de 2020. La Commission électorale nationale autonome a officialisé ce jeudi 21 novembre la liste des localités où les partis politiques Union progressiste de renouveau, Bloc républicain et Force Cori.Bénin émergents sont habilités à désigner les chefs de village ou de quartier de ville. Cette démarche matérialisée lors d'une cérémonie solennelle reflète le rôle clé des partis politiques dans la gouvernance locale et la gestion des entités de base. Dans son allocution, le président de la Sénat, Sakalafia, a insisté sur l'importance de ce processus pour la consolidation et la décentralisation et la représentation équilibrée des partis dans les instances locales. Extrait de ses propos. Selon les dispositions de la loi numéro 2024-13 du 15 mars 2024, modifiant et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin, je cite, le chef d'un village ou d'un quartier de ville est désigné par le parti ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valablement exprimés dans ce village ou quartier de ville et éligible à l'attribution des sièges. Et l'article 210 nouveau de ce même code électoral dispose à l'entrée en vigueur de la présente loi, les chefs de village et de quartier de ville sont désignés sur la base des résultats des élections communales de 2020. Pour mettre en œuvre ces dispositions, la Sénat a entrepris un travail rigoureux et fastidieux de compilation des résultats des élections communales de 2020 par village et quartier de ville, tout en prenant en compte les diverses rectifications opérées en 2020 par la Cour suprême suite aux différents recours. En tête des localités attribuées se trouve l'Union progressiste de renouveau, suivie du Bloc républicain, tandis que la FCBE occupe la 3e place, confirmant la hiérarchie des forces politiques issues des dernières élections municipales. Une présentation détaillée des résultats au niveau national et départemental a permis aux formations politiques de mieux appréhender leur répartition géographique. Cette cérémonie ouvre la voie à une nouvelle étape de la désignation des chefs de village et de quartier de ville conformément aux règles démocratiques. Suivant pour plus de précision, Orden Aladati, membre du bureau politique du parti UPR. Le démarrage le soir à partir des élections que nous avons eu à faire depuis 2020. Voilà, on regardera l'état des lieux, on saura prendre les décisions politiques qui nous permettent de procéder à ces désignations-là. En lien avec nos partenaires, avec nos amis, comprenez ce que je veux dire. Au-delà de ça, ce qui est fondamental pour nous, c'est l'avenir. C'est comment faire mieux en 2026 afin que ce que vous avez remarqué dans la salle tout à l'heure, l'Union progressiste, le renouveau en tête dans beaucoup de régions et jusqu'à la base. On ne le dit pas assez, la prééminence donc de l'Union progressiste, le renouveau, ce n'est pas simplement au sommet, ce n'est pas au niveau de la députation, ce n'est pas au niveau des conseillers communaux. Vous venez de remarquer que même dans les villages et quartiers de ville, l'Union progressiste, le renouveau vient en tête. Ce qui va changer pour nous, c'est surtout demain. Nous souhaiterons avoir plus d'assises sur toute l'étendue du territoire et c'est à ça que nous travaillons au quotidien. Et cette information bref, les lauréats de la 6e édition du concours Excellence en mathématiques ont été honorés ce lundi 12 novembre 2024. La cérémonie organisée au sujet Titirou de Parakou s'est tenue en présence des enseignants et les lauréats et leurs parents. L'objectif principal d'Élisée Adjinou, initiateur de ce concours, est de briser les complexes des élèves envers les mathématiques. Ce concours vise également à rendre cette discipline
plus accessible, a suscité l'intérêt des apprenants et à leur montrer son importance dans le développement de leur environnement. Au nom des participants, les lauréats ont exprimé leur profonde gratitude envers les organisateurs pour leur soutien. Place aux nouvelles sportives. Jacques Degbé, bonjour. Bonjour Daryl Medegan-Fakla. Ligue Pro, les résultats de la 8e journée. Et on commence par la zone A, la 8e journée bien sûr, qui s'est disputée ce mercredi dans la zone A. Dadje a battu Abeille sur sa propre pelouse, 2-1. Match nul intéressant entre Baniganse et Dynamo d'Abomey, 2-2 à Banikwara, 0-0 pendant ce temps entre Beke FC de Bembereke et Tonnerre FC de Boycon, match disputé à Djougou, match qui a été donc délocalisé. Cavalier l'emporte pendant ce temps 2-1 face à Takune à Niki. 0-0 entre Damissa et Lotopo pour les Panthères de Djougou ont réalisé une belle opération en venant s'imposer ici à Parakou face à Dynamo de Parakou. 0-0 entre Espoir et Buffle du Borgo à Savalou. Odio l'emporte 3-1 face à Boa de Sinandé à Plahoué. Un but partout entre Real Sport et Dynamique de Djougou. Dans la poule B, Adidja l'emporte 1-0 face à l'AS Cotonou. Coton se relance en s'imposant sur le terrain de Requin FC de l'Atlantique, 1-0 à l'université d'Abomey-Calavi. Pour le reste, match nul, un but partout entre Asvo et Sitatunga Aziza, 2-0 pour l'AS Police. Sobemap l'emporte 1-0 face à l'Étoile Filante et puis 0-0 entre l'USS Kraké et Ayema. Mercato, une offre folle de City pour Haaland. Oui, après l'accord trouvé avec l'entraîneur Pep Guardiola pour prolonger son contrat jusqu'en juin 2026 avec une année supplémentaire en option, Manchester City va s'activer pour verrouiller l'avant-centre Erling Haaland sur le long terme. Comme pressenti, les Citizens sont prêts à sortir le grand jeu pour convaincre l'international norvégien actuellement lié jusqu'en juin 2027 de signer une prolongation avec les Citizens. D'après le tabloïd Vesoun, le champion d'Angleterre en titre se prépare à proposer à leur talent, à l'est-talent du BVB le Borussia Dortmund, un deal sans les bonus estimé à plus de 120 millions d'euros sur les 4 ou 5 prochaines années. Sans surprise, en acceptant cette offre, Haaland deviendrait le joueur le mieux payé de la Premier League. Merci Jacques Degbé pour ces informations sportives. Place maintenant au Journal Afrique. Bonsoir, Denis Dubril, bonjour. Bonjour, Daryl. On commence par le Mali, le pays qui a un nouveau Premier ministre. Le général de division Abdoulaye Maïga a été nommé Premier ministre ce 21 novembre 2024. L'annonce a été faite par le ministre secrétaire général de la présidence via un communiqué lu sur la radio-télévision du pays. Un autre décret présidentiel lu la veille avait mis un terme aux fonctions de Choguel Maïga et à celles de tous les membres du gouvernement. Et ce limogeage semblait inéluctable. Et après les propos virulents tenus samedi 16 novembre par le désormais ex-premier ministre. Révision de la Constitution en République démocratique du Congo. Des opposants signent une déclaration commune à Kinshasa. Un nouveau front se constitue contre le projet de révision de la Constitution. On y trouve l'ancien président Joseph Kabila et sa plateforme, le Front commun pour le Congo, l'ancien premier ministre. Des figures de l'opposition comme Martin Fayoulou et Moïse Katumbi sont aussi dans la même dynamique. Leurs représentants ont signé une déclaration commune ce 20 novembre 2024 à Kinshasa, au siège de la conférence épiscopale nationale du Congo. Les opposants ont annoncé des manifestations à travers tout le pays et dans la diaspora dans les jours à venir. Au Ghana, pour finir, le climat politique n'est pas trop favorable à 3 semaines des élections générales. Les élections sont prévues le 7 décembre prochain, mais les tensions politiques augmentent à coup de conférences de presse interposées. Ce mercredi 20 novembre, c'est le parti au pouvoir qui a accusé le Congrès démocratique national de vouloir provoquer des violences le jour du scrutin. Une réponse aux accusations faites la veille par le principal parti d'opposition affirmant que le nouveau parti patriotique cherchait à truquer les élections par le biais de l'armée.
Merci, Monrat Djibril, pour ces informations de nos frontières. Mesdames et messieurs, nous allons suivre à présent. Et puis, Fan Chabi, c'est pour la revue de presse nationale. Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue de presse. Le gouvernement annonce un dispositif renforcé pour assurer la sécurité des populations durant les fêtes de fin d'année. Une période souvent marquée par une recrudescence d'actes de banditisme et la décision est prise en Conseil des ministres de ce mercredi 20 octobre 2024. Le potentiel, le matinal Fraternité, l'informateur La Nation, l'affiche du jour et bien d'autres publications en parlent précisent que conscient des risques accrus de criminalité pendant les festivités, l'État va déployer des mesures de sécurité renforcées sur tout le territoire national. L'objectif, selon le matinal, est de garantir un climat de paix et de sécurité pour les personnes et leurs biens. Le dispositif qui va être mis en place inclut un quadrillage intensif des zones urbaines et rurales, une surveillance accrue des frontières et corridors, ainsi que la sécurisation des lieux sensibles comme les marchés, axes routiers et zones à forte influence. Selon le Conseil des ministres repris par Fraternité, et pour mener à bien ces opérations, des moyens roulants conséquents seront alloués aux unités de la police républicaine et ces dernières vont travailler en collaboration avec les forces armées, mobilisées pour soutenir les efforts de sécurisation. Les arrondissements, villages et quartiers de ville vont aussi bénéficier d'une attention particulière avec une présence renforcée sur le terrain et les ministres en charge de la sécurité publique et de la défense ont donc reçu des directives précises pour une mise en œuvre rapide et efficace de ces mesures, fait savoir le potentiel. Ce plan vise à empêcher toute perturbation de la quiétude des citoyens par des individus mal intentionnés, particulièrement en cette période sensible, conclut les publications. Et toujours en Conseil des ministres, les membres de l'exécutif se sont penchés sur la reconnaissance de la nationalité aux afro-descendants et ont pris le décret d'application relatif à cette décision. Tout est allé très vite dans le processus de reconnaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendants et la nation fait savoir qu'après le vote de la loi par les députés à l'Assemblée nationale, tout est allé très vite dans le processus de reconnaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendants. Cet acte réglementaire vient clarifier la procédure d'obtention de la nationalité béninoise par reconnaissance suivant le cas et la position du demandeur selon Fraternité. Lorsque la demande est formulée depuis l'étranger, le demandeur reçoit au terme de l'examen favorable de celle-ci une attestation provisoire de nationalité d'une durée de validité de 3 ans et le bénéficiaire jouit dès lors du droit d'entrée de séjour et de sortie du territoire béninois, fait savoir La Nation. La nationalité béninoise par reconnaissance ne lui est acquise à titre définitif que sur justification d'un séjour en terre béninoise dans ce délai de 3 ans selon les publications. Et l'attestation provisoire de nationalité devient caduque si au terme de sa validité, le demandeur n'a pas séjourné au Bénin, clarifie la fiche de jour. Les autres conditions d'attribution de cette nationalité sont à découvrir dans les colonnes de La Nation, Fraternité, le matinal et bien d'autres publications. Et pendant ce temps, le Bénin fait partie des 25 meilleures destinations touristiques à visiter en 2025 selon le média américain AFA. Très attendu chaque année a été publié le lundi 18 novembre avec comme seule destination africaine la Wild Coast en Afrique du Sud et le Bénin, et concernant ce dernier, le média américain a justifié sa sélection par l'important patrimoine culturel du pays selon le matinal. Le pays de l'Afrique de l'Ouest est en passe de devenir une capitale culturelle grâce à une série de nouveaux musées. Il est le berceau du Vaudon, le pays des guerriers à Godiek et l'un des sites les plus importants de la traite transatlantique des esclaves, précise le magazine repris par le potentiel. Le média semble avoir particulièrement apprécié la promotion du Vaudon, la religion endogène pratiquée avant l'arrivée du christianisme et de l'islam, fait savoir La Nation. Injustement perçu comme de la magie noire, le Vaudon a été l'un des axes clés de la stratégie de tourisme culturel adoptée par le Bénin, conclut les publications. Et plus loin, plusieurs publications s'intéressent à l'affaire tentative de coup d'État et précisent que l'instruction dans cette affaire qui implique l'homme d'affaires Olivier Bokoy et l'ancien ministre des Sports Oswald Homeki est désormais bouclée. Maître Ayodele Aounou, avocat des prévenus, a confirmé que le dossier est prêt pour une décision de justice après de multiples auditions devant la commission d'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Le juge d'instruction
d'instruction doit prochainement statuer et 2 options sont envisageables. Engager un procès ou prononcer un non-lieu fait savoir le potentiel. Selon Maître Aono repris par les publications, Olivier Bokoy et Oswald Omeki n'ont pas commis les faits reprochés. Et en attendant donc la décision du juge, le matinal nous informe qu'un affrontement entre population et forces de l'ordre à Malanville a fait un mort et des blessés, plus précisément à Madekali. Et ces blessés seraient au nombre de 3 selon la publication qui précise que c'est la saisie d'une cargaison de riz local Padi qui serait à l'origine de cet affrontement. Certaines sources renseignent que les policiers auraient intercepté une cargaison de produits vivriers conformément à la mesure d'interdiction de sortie du territoire de ces produits vers les pays voisins et non contentes de cette saisie de la police. Les populations ont manifesté leur désapprobation là où se fait le trafic sur le fleuve et pour contenir les manifestants, les forces de l'ordre ont fait usage d'armes à feu, ce qui a engendré des victimes dans le rang de la population, conclut la publication. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. Fraternité, Midi Magazine, Stop et Fin. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de votre radio. C'était le journal sur Fraternité FM. Fraternité FM, Fraternité FM, Fraternité FM, Fraternité FM.